Bonjour, donc je m'appelle Alice Boudon, je suis psychologue clinicienne. Je suis diplômée d'un master pro, ça correspond à 5 années d'études après le bac à l'université. Dans le domaine de la psychologie, il y a plein de spécialisations, de spécialités, tout ça. Moi, je travaille depuis plusieurs années plutôt avec des enfants et des adolescents qui ont soit un handicap mental, soit un handicap psychique. Et je suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. C'est des thérapies qui travaillent sur les comportements, les pensées et les émotions des personnes. Et je travaille ici à l'Institut médico-psychologique Binet-Simon depuis le mois de janvier 2013 et j'ai également une activité en libéral. Qu'est-ce que c'est le handicap mental ? Le handicap mental, ça veut dire qu'une personne est déficiente intellectuellement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une intelligence dans la norme, dans la moyenne, comme une personne ordinaire. Après, on peut avoir un handicap mental plus ou moins important, c'est-à-dire il y a des gens qui ont un handicap mental très léger, puis d'autres beaucoup plus profonds ou sévères, c'est très large. Et aussi, ça peut être plus ou moins homogène, c'est-à-dire qu'on peut, dans certains domaines, dans la vie, se débrouiller mieux que dans d'autres. Donc voilà, les difficultés peuvent être assez particulières dans le handicap mental. Alors l'autisme. L'autisme, c'est une pathologie qu'on appelle neurodéveloppementale. Ça veut dire que c'est lié au fonctionnement neurologique et aussi au développement de l'enfant, qui n'aura pas un développement ordinaire comme un autre enfant chez qui tout va bien. Et donc un enfant autiste, il va avoir certaines particularités. Par exemple, il va avoir du mal à communiquer avec les autres. Il ne s'intéresse pas beaucoup aux autres et on dit qu'il est plutôt dans sa bulle, qu'il ne va pas vers les copains, qu'il n'a pas beaucoup de copains. Donc il y a des difficultés de communication. Il y a aussi le fait qu'il ne va pas s'intéresser à des choses très variées. On dit qu'il a des intérêts restreints. Par exemple, il y a des enfants autistes qui sont passionnés par les dinosaures, donc qui vont connaître tous les noms de dinosaures et puis tout le reste, ça ne les intéresse pas du tout. Ou alors ils connaissent tous les horaires des trains, c'est des exemples comme ça assez classiques. Alors pour un enfant autiste ou même un adulte autiste, la grosse difficulté c'est la communication. C'est des personnes qui savent pas communiquer comme des personnes ordinaires, parfois qui n'ont même pas le langage et qui peuvent éventuellement avoir sur elles des classeurs avec des pictogrammes et éventuellement quand il y a une crise on peut s'arrêter et demander à la personne qu'est-ce qui va pas, montre-moi une image, qu'est-ce qui se passe, et là on comprend pourquoi il y a une crise qui s'est déclenchée et ça peut apaiser les choses. Donc il faut vraiment avoir en tête que les personnes autistes, la communication elle n'est pas du tout ordinaire. Et aussi, il y a le problème du regard. C'est-à-dire que souvent, les personnes autistes ne regardent pas la personne qui s'adresse à elles dans les yeux. Donc là, il ne faut pas hésiter à se mettre au niveau de la personne pour essayer de capter son regard et de lui parler à ce moment-là. Parce que sinon, on peut lui parler et si elle ne nous regarde pas, c'est comme si elle entendait du vent dans ses oreilles. Elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Et aussi, chez les personnes autistes, ce qui est important à savoir par rapport au transport, je pense, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés par rapport au changement. Et surtout au changement de lieu. C'est-à-dire que quand ils vont être dans un endroit qu'ils connaissent bien, où ils sont habitués, par exemple la maison, ou l'institution où ils sont accueillis, là ils vont être apaisés, ils savent qu'ils sont là, ils sont tranquilles. Mais entre les deux, le moment du transport, ça peut être un moment qui est très 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 angoissant pour eux. D'être comme ça, entre deux, tout ce qui est changement, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, c'est aussi des moments qui sont particulièrement sensibles. Après, ça peut être complètement l'opposé. Il peut y avoir des personnes autistes qui vont être bercées par le ronron du moteur et du coup être très très calmes pendant le transport. Il n'y a pas de règles à ce niveau-là, ça dépend des personnes. L'origine de la crise, elle peut être extrêmement variée. Il y aurait presque des explications pour chaque situation, pour chaque enfant, savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement avant, comment l'adulte réagit à ce moment-là. Tout ça, ça peut entretenir les crises sans même qu'on s'en rende compte.
et qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Donc les crises, ça peut aussi être plein de choses différentes. Un enfant qui est agité, un enfant qui pleure, un enfant qui va taper un autre dans le véhicule, qui se lève, qui enlève sa ceinture. Alors c'est une forme d'agitation qui peut être liée à beaucoup de facteurs différents. Déjà, il y a des enfants, comme je disais, par rapport aux autistes, mais même ça peut être pour des enfants qui ont juste un handicap mental. Le moment du transport, ça peut être un moment angoissant pour eux. Ils ne savent pas trop où ils en sont. C'est un endroit qui est différent d'habitude. Il y a beaucoup d'arrêts, c'est long, il faut attendre, il faut être patient. Et pour ça, c'est très difficile pour eux. Il y a des enfants aussi qui sont agités en permanence, pas spécialement dans le transport, et ça fait partie de leurs difficultés, même quand ils sont dans l'institution, quand ils sont chez eux, ils ont une forme d'agitation en permanence. Et je pense que ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que c'est pas lié forcément dans ces moments-là à une attitude du chauffeur, à quelque chose que vous auriez fait, c'est juste que c'est des difficultés de l'enfant qui font qu'il est agité. Et dans ces moments-là, il y a des enfants où ça peut marcher de mettre un peu de musique douce, quelque chose d'assez tranquille, de leur parler, de les rassurer, de leur dire combien d'arrêts il reste, combien d'enfants on a encore à déposer, est-ce qu'ils sont bientôt rentrés chez eux ou pas, enfin, parce que beaucoup d'enfants comme ça n'ont aucune notion du temps. Alors pour la musique, ça dépend aussi des enfants, c'est-à-dire il y a des enfants, ça peut les apaiser, et il y a des enfants qui vont pas supporter, ça va les exciter. Après, c'est vraiment du cas par cas, faut connaître les enfants, faut connaître leur manière de réagir. Ça varie d'un enfant à un autre. Il y a des enfants qui, dans le transport, peuvent avoir peur, tout simplement par rapport à la circulation, peur d'avoir un accident. S'il y a des manœuvres un petit peu rapides, ça va leur provoquer des angoisses, ils peuvent réagir en étant agités. Parce que c'est vrai que c'est des enfants qui ont un handicap mental et souvent qui ont des difficultés pour communiquer, pour utiliser la parole, pour exprimer ce qu'ils ressentent. Par exemple, il y a des enfants qui sont incapables de dire j'ai peur, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça va passer par le corps, c'est-à-dire qu'ils vont être agités parce qu'ils ne peuvent pas dire que ça va pas et ils montrent à travers leur corps et leur agitation et leur comportement et les transgressions qu'ils peuvent faire que là, ils sont en train de vivre quelque chose qui est difficilement supportable. Donc, essayer de les rassurer, de leur parler encore et de rester autant que possible calme. Alors, rester calme, ça ne veut pas dire tout laisser passer. On peut être calme en étant aussi ferme. Voilà, c'est aussi la question de l'autorité et chacun a son propre rapport à l'autorité. Ça dépend des personnes, puis ça dépend aussi de la tolérance, je pense, des chauffeurs. On a tous des degrés de tolérance différents par rapport à des crises des enfants et à un moment donné, on va dire que c'est plus supportable. Ça dépend de chaque personne. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est très important de surtout pas être dans la violence, que ce soit la violence verbale, par des... verbal, trop s'énerver, ou même aller à des injures, ou même des formes d'humiliation, se moquer des enfants, ou les rabaisser, ce genre de choses, puis bien sûr pas de violence physique. Alors être ferme, c'est parler clairement à l'enfant, lui dire clairement ce qu'il a le droit de faire ou pas faire, sans crier, sans violence, tout en se faisant respecter. On n'a pas besoin de passer par hausser le ton pour que l'enfant comprenne que là on est en train de lui donner un ordre et qu'il faut qu'il obéisse. Après, il y a des enfants qui ont du mal à comprendre le langage, qui eux-mêmes ne s'expriment pas par le langage. Ça pourrait être intéressant d'imaginer des formes de pictogrammes qui expliqueraient les règles du PAM. Par exemple, un pictogramme avec un enfant qui enlève sa ceinture, qui serait barré d'une croix rouge, ou je sais pas, un enfant qui se lève de son siège, pareil, avec une croix rouge, ou l'enfant qui tape un camarade qui est à côté de lui dans le PAM, pareil, barré, ou je sais pas, un enfant qui crie, pareil, on n'a pas le droit de crier dans le PAM, des idées comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants, on aura beau leur répéter faut pas faire ci, faut pas faire ça, s'ils comprennent pas le langage, finalement pour eux ça veut pas dire grand chose quoi. Et passer par le pictogramme, ça pourrait les aider. Ce qui serait encore mieux, ce serait que ce soit toujours les mêmes chauffeurs avec les mêmes enfants, pour qu'une relation se crée, que les chauffeurs connaissent bien les enfants, sachent qu'est-ce qui marche avec l'un, qu'est-ce qui marche pas avec l'autre, notamment qu'est-ce qui fait que certains ont des crises à ce moment-là et pas de crise à d'autres moments.
Et du coup, ça aiderait à gérer ces moments de crise. Et pour les enfants, ce serait très important parce que ça leur ferait des repères fixes. Ils ont vraiment besoin de ça pour être rassurés dans le transport. Et puis aussi, ça crée une relation qui peut être très agréable à la fois pour le chauffeur et pour l'enfant, avec des échanges très sympathiques au fur et à mesure du temps. Alors s'il y a des problèmes de comportement dans le transport et qu'on est démuni, que donner un ordre ça n'a pas suffi, même si on était ferme, en faisant ça calmement, ça n'a pas marché, on peut imaginer de dire à l'enfant si tu es sage, tu auras quelque chose, donc une forme de récompense comme ça. Et comme des bonbons, alors on peut imaginer des bonbons sans sucre s'il y a des enfants qui ont des problèmes de poids, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais surtout, quand on promet quelque chose à un enfant, il faut lui donner. Parce que déjà, il va finir par se rendre compte sinon que c'est des promesses en l'air et ça va plus jamais marcher de lui dire si t'es calme, t'auras quelque chose. Donc voilà, c'est très important de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, surtout quand on promet une récompense à un enfant. Faut pas laisser tomber, s'il s'est bien comporté, il va pas comprendre. Il va se dire j'étais très calme et puis il s'est rien passé, donc la prochaine fois je vais pas être calme, ça sert à rien puisqu'on m'a promis un bonbon et puis je l'ai pas eu. Et puis il y a des enfants qui aussi peuvent, du coup, si vous leur donnez pas ce que vous leur avez promis, vous le rabâcher, revenir sans cesse à la charge, et il y en a certains que ça peut même rendre un peu agressif. Donc il faut vraiment faire attention avec ça, surtout pas promettre des choses qu'on ne peut pas donner par la suite. Et si on veut donner des bonbons aux enfants, bien sûr il faut avoir l'accord des parents avant, on ne peut pas donner à manger aux enfants ou quoi que ce soit sans avoir l'accord de la famille. Mais en dehors de bonbons, on peut aussi tout simplement essayer au maximum, à chaque fois que ça se passe bien avec les enfants, de les féliciter. Parce que ça aussi c'est une forme de récompense. De toujours leur dire tu t'es bien comporté, c'était super, t'as réussi à être calme, t'as fait des efforts, parce que ça aussi ça peut suffire à tout seul à faire que la prochaine fois ça continue à bien se passer, parce que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'être valorisés, qui souvent on leur dit c'est pas bien ce que t'es en train de faire, tu fais des bêtises, et on oublie parfois de leur dire quand ils font des choses qui sont bien, donc surtout pas oublier de leur dire quand ça se passe bien aussi. Donc, par rapport aux adultes handicapés mentaux, je pense que c'est important de se rendre compte que même s'ils sont déficients, c'est des adultes et qu'ils ont des intérêts de personnes adultes, notamment par rapport à leur vie sentimentale. Et que par exemple pour eux, avoir un amoureux, avoir un copain, ça veut dire la même chose aussi que pour une personne adulte qui ne serait pas déficiente et qu'ils ont ces envies-là, qu'on entend aussi parler de mariage, on a envie de se marier, qui ont des envies d'adultes ordinaires. Et du coup, par rapport à vos réactions, par rapport à eux, s'ils vous demandent de l'affection, s'ils vous demandent si vous êtes amoureux, par exemple, si vous êtes amoureux d'elle ou quelque chose comme ça, il faut surtout faire attention à ce qu'on répond et pas rentrer là-dedans, garder une attitude professionnelle. Vous êtes un professionnel avec une personne handicapée que vous transportez. Restez cordial avec elle, mais lui faire comprendre gentiment que c'est pas votre rôle, que vous êtes le chauffeur, que même si vous appréciez beaucoup cette personne, ce n'est pas le rapport que vous pouvez avoir avec elle. Parce que si vous lui dites oui, elle va le garder en tête et elle peut y croire complètement et s'imaginer que son amoureux ou son futur mari, c'est vous. Donc faites attention à votre manière de réagir par rapport aux personnes adultes parce que ça peut avoir des répercussions assez graves qu'on ne maîtrise pas forcément parce que la personne adulte va en parler autour d'elle, à l'institution, aux éducateurs ou même en famille, peut s'imaginer des choses, se faire des films et finalement ça peut vous retomber dessus, donc vraiment faire très attention à vos réactions, à la distance, à garder une bonne distance par rapport aux usagers dans le transport. Alors par exemple avec les personnes adultes ou les personnes âgées, il peut y avoir des problèmes aussi parce que la personne dans le véhicule va se mettre à beaucoup parler, notamment si c'est des personnes âgées qui ont vu personne de la journée, forcément elles voient un chauffeur, elles en profitent, elles racontent leur vie. Pour elles, c'est un moment qui peut être important, ça leur fait plaisir d'avoir une présence, tout ça. Alors il y a des chauffeurs qui vont être plutôt tolérants par rapport à ça, que ça ne dérange pas. Puis il y a d'autres personnes que ça peut vraiment déranger et voire déconcentrer et ça pourrait devenir dangereux
sur la route parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, que pour eux c'est trop compliqué. Donc dans ces moments-là, surtout essayer de toujours rester poli avec la personne et de lui dire le plus gentiment possible que ce serait bien que là on arrête de discuter parce que elle a besoin de se concentrer sur la route, que c'est compliqué pour pas avoir d'accident et que voilà, pour assurer sa sécurité dans le transport. Ce qui est très important, c'est que si vous avez des problèmes avec les enfants, avec les adultes, dans le transport, il ne faut pas hésiter à en parler, que ce soit avec les institutions, que ce soit les éducateurs, les directeurs des établissements. Il ne faut vraiment pas rester seul avec ces difficultés-là, parce que c'est sûr que ce n'est pas un métier qui est facile, et c'est normal aussi d'avoir des difficultés, de ne pas savoir toujours comment réagir, et surtout pas hésiter à en parler et pas rester seul avec ses problèmes.